Donc on va débuter par la première session qui présente le premier intérêt thématique, l'orientation fondamentale du stage. Nous allons retrouver un intervenant déjà connu, Jean-Baptiste, qui va nous parler de l'orientation fondamentale 1 liée au milieu aquatique. Jean-Baptiste, c'est à toi. Merci. Ouais. Voilà, j'espère que vous m'entendez. La présentation est un petit peu différente. En régie, est-ce que je vais pouvoir passer mes diapos? Oui, ça a l'air d'être bon. Donc, je m'étais un petit peu emballé tout à l'heure, j'avais mal lu le déroulé, mais on va reprendre les choses dans l'ordre. Donc, première orientation fondamentale de ce schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, concerne des rivières fonctionnelles et des milieux humides préservés. Donc, je vais vous parler de deux compartiments de cette orientation parce qu'elle est dense. Il y a beaucoup de dispositions qui déclinent cette orientation. Donc, tout d'abord, les zones humides, les connaître, les protéger, les restaurer. Pour cela, l'orientation fondamentale met en avant le rôle de chaque acteur dans ces objectifs et les outils dont il dispose, que ce soit les SAGE, les documents d'urbanisme, les plans de restauration, de renaturation, les stratégies foncières ou encore la séquence éviter, réduire, compenser, qui est encadrée, même si elle découle d'une méthode nationale, est encadrée dans le SDAGE, afin de garantir l'absence de perte nette de biodiversité, et notamment dans la compensation, c'est-à-dire que une compensation doit avoir une équivalence en fonctionnalité de la zone qui est impactée, modifiée par un projet, et avec une éventuelle majoration en termes de surface, c'est-à-dire que la compensation peut être étendue au-delà de la surface initiale de la zone qui est impactée par le projet, si l'éloignement de cette compensation est trop important. Cette compensation peut être de plus ou 50 ou 100%, avec une spécificité sur notamment les zones humides estuariennes. Autre orientation importante et enjeu majeur de cette thématique, c'est la continuité des cours d'eau, la continuité aussi bien longitudinale que latérale, c'est-à-dire aussi la reconnexion avec le lit majeur pour permettre justement ces capacités de divagation du cours d'eau, de crues naturelles, de réalimenter ces zones humides qui sont dans le lit majeur du cours d'eau, et aussi de permettre aux espèces et aux sédiments de pouvoir circuler librement dans le cours d'eau avec un objectif de taux d'étagement de 30%. Donc, je vais m'attarder juste 2 petites secondes sur cette notion de taux d'étagement. On voit le petit schéma en dessous avec les poissons qui ne peuvent plus se... Ben voilà, c'est ça en fait le taux d'étagement, c'est comment dire, la différence entre le rapport, plus exactement, entre la somme des chutes artificielles qui sont causées par des obstacles sur le linéaire total longitudinal du cours d'eau, c'est-à-dire son dénivelé naturel. À ce taux d'étagement est ajouté un taux d'indicateur de linéaire accessible. En fait, c'est un peu le taux d'étagement, mais en tenant compte des effets des passes à poissons. Donc, quand on ne peut pas supprimer un ouvrage, on peut aménager une passe à poissons. Et donc, cet indicateur de linéaire accessible tient compte des effets de ces aménagements. Merci Jean-Baptiste. Je vous propose d'enchaîner par un film réalisé maintenant il y a quelques années, mais qui n'est pas en noir et blanc, vous n'en faites pas, qui illustre de façon assez concrète un exemple de restauration, de renaturation d'un cours d'eau qui était porté à l'époque par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée de la Blaise, qui a disparu, qui a été intégré au syndicat mixte du bassin de la Marne-Amont, et qui présente un petit peu les effets positifs de ce genre d'action. Voilà, j'espère que vous pouvoir vous retrouver après la diffusion de ce document.
est sur la rivière Blaise, en Haute-Marne. Le problème qu'il fallait résoudre sur cette rivière est lié à la présence d'un ouvrage hydraulique. Ce qu'on pouvait constater avant travaux sur la Blaise, c'est que chaque année, en période estivale, on avait des assecs prolongés, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'eau du tout dans la rivière. La nature des travaux qui ont été faits ici, ça a consisté à apporter différents matériaux dans la rivière. Donc si on regarde attentivement, on voit effectivement des genres de banquettes qui sont dessinées et puis des matériaux alluvionnaires, des graviers qui ont été apportés dans le fond du lit de la rivière. Les berges sont beaucoup moins hautes qu'elles étaient auparavant. Et du coup, dès que le niveau d'eau monte un petit peu, on peut reconquérir tout le champ d'inondation. Ça veut dire que la rivière va déborder plus souvent à proximité. Et dans la mesure où ici, on est sur un secteur où il n'y a pas d'habitation, pas d'enjeu humain, on peut comprendre que du coup, ça permet de stocker l'eau en amont et de protéger les zones plus vulnérables et les habitations en aval. Donc, dans le contexte du changement climatique, où on risque d'avoir des événements pluvieux plus brutaux, le fait d'avoir pu reconquérir cet espace d'expansion des crues, c'est quelque chose d'extrêmement important pour protéger notamment les habitations en aval. L'un des autres intérêts des travaux qui ont été réalisés, c'est de renforcer la capacité qu'a la rivière à s'auto-nettoyer, à s'auto-épurer. On favorise le développement de la vie aquatique et c'est la vie aquatique qui va être capable de digérer une partie des pollutions. Et dans un contexte de réchauffement climatique où on aura probablement aux périodes sèches des débits moins importants, eh bien le fait de pouvoir finalement donner une meilleure qualité à l'eau qui circule dans les rivières, c'est aussi un élément extrêmement important. Les bénéfices attendus de ce type d'aménagement, de restauration de cours d'eau, ont permis de se rapprocher d'un modèle plus naturel et de retrouver un cours d'eau plus conforme à son origine. Donc les conséquences directes, bien évidemment, sur la vie aquatique, c'est de permettre aux espèces qu'on est censé retrouver sur ce type de cours d'eau de retrouver des habitats favorables pour leur développement, que ce soit pour leur reproduction ou leur croissance. Donc par exemple, ça a permis de diversifier les écoulements, de retrouver une diversité d'habitats, de retrouver une végétation de berge à nouveau au contact de l'eau et par conséquent de retrouver par exemple des systèmes racinaires qui vont créer des caches pour la plupart des poissons mais également des insectes aquatiques. Donc on retrouve un peuplement, notamment piscicole, plus conforme à l'origine. Si on se resitue dans un contexte de réchauffement climatique, ce type de travaux de restauration de cours d'eau, notamment donc avec les bienfaits qu'on peut s'attendre sur la ripisylve, donc la ripisylve, on entend par ripisylve la végétation arborée au bord des cours d'eau, donc directement effectivement ça apporte un ombrage plus important, donc ça va limiter par conséquent le réchauffement des eaux par ensoleillement direct. Le deuxième intérêt aussi de ce genre de travaux, ça a été donc de réduire la section du lit, donc de redonner une diversité d'écoulement. Diversité d'écoulement qui permet aussi d'améliorer les relations entre la rivière et sa nappe d'accompagnement qui vont lui permettre d'avoir des eaux un peu plus tempérées puisque les eaux de la nappe sont généralement plus fraîches. Et en même temps, ça diminue la lame d'eau, donc le cours d'eau est moins sujet au réchauffement de la température de l'air. En conclusion, par rapport à ces travaux de restauration, ce qu'on peut dire, c'est qu'un cours d'eau qui se rapproche de son état d'équilibre, ou tout du moins qui a un fonctionnement plus proche de son modèle naturel, accusera plus facilement les accidents climatiques. Donc on a parlé des débits d'étiage, mais ça vaut aussi pour les crues, et donc permettra à la faune aquatique de résister plus facilement à ces événements exceptionnels. Donc, après cet éclairage très ensoleillé, je vais passer la parole à Anne Saint-Paul, qui est chargée de mission à l'Adréal Grand Est, qui va nous expliquer le lien entre cet exemple et le projet de SDAGE. Alors voilà, je pense qu'on voit bien mon écran. Donc du coup, cette petite vidéo nous a montré un exemple concret de travaux sur la restauration, sur l'hydromorphologie d'un cours d'eau, donc en lien avec l'orientation fondamentale 1 du SDAGE. Et donc, on peut parler aussi de l'orientation concernant la restauration de la continuité écologique du SDAGE, donc l'orientation 1.5.
donc qui demande en fait de privilégier les actions qui vont permettre de restaurer le libre écoulement de l'eau, le transit sédimentaire et les habitats aquatiques. Et donc, on doit reproduire des exemples comme celui-ci sur les travaux hydromorphologiques et sur les travaux de continuité, notamment concernant la continuité. En fait, en 2020, il y a presque 800 obstacles sur les cours d'eau en liste 2, donc les cours d'eau qui ont été identifiés comme prioritaires pour la restauration de la continuité, qui ont été identifiés dans la politique de restauration, la politique apaisée de restauration de la continuité écologique. Je vais juste masquer pour qu'on voit mieux la diapo. Du coup, la restauration de la continuité écologique pour ces ouvrages prioritaires, en fait, doit participer à un objectif de 5000 km de cours d'eau qui doivent être restaurés sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie d'ici 2027. Donc, ces 5000 km, en fait, sont en déclinaison des objectifs nationaux en termes de restauration des cours d'eau. Voilà, et donc pour rappel, si vous voulez réagir sur les différentes orientations et dispositions du stage, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Agence de l'eau, sur l'outil de consultation en ligne, voilà, pour donner votre avis sur le stage. Alors. Je ne sais pas si mon écran est toujours partagé. Alors, merci Anne. Enfin, je pense que tu as terminé, puis on a cette séance de questions, cette première séance de questions qui nous attend. J'imagine que vous l'attendez avec impatience pour savoir si je serai encore là la prochaine fois. Je crois que pour l'instant on n'a pas eu, alors il y a eu encore quelques soucis techniques. Le chat du YouTube a l'air bloqué, donc je vous invite vraiment à écrire vos questions sur l'adresse mail forumdvm2021@gmail.com. Je vous la rappelle. Mais bon, en attendant, je vais débuter moi-même par des questions et je vais les poser à Jean-Baptiste ou à Adeline. Donc la question que j'avais, c'était à qui fixe-t-on les objectifs affichés sur les ouvrages et sur la restauration des cours d'eau? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Donc, les objectifs sur les ouvrages sont fixés au service de l'État, bien sûr, hein, qui vont instruire. Je m'entends en écho, je vais couper le son. Voilà. Au service de l'État et bien évidemment aux propriétaires d'ouvrages, ces ouvrages qui sont soumis à la réglementation. Voilà, la maîtrise d'ouvrage, c'est bien évidemment les syndicats et autres EPCI qui exercent la compétence GEMAPI. J'espère avoir répondu à la question. EPCI qui exerce la compétence GEMAPI. Merci Jean-Baptiste. Alors moi j'avais une question également auquel vous pouvez certainement répondre, c'est comment se décline cette notion de continuité apaisée? Alors, cette continuité apaisée, elle se base d'abord sur une liste d'ouvrages établis par département, sous le pilotage des directions départementales et sur une concertation renforcée. Notre collègue nous a parlé des 800 ouvrages qui étaient identifiés. Donc, cette continuité apaisée, c'est prioriser ces ouvrages.
prioriser ces ouvrages. Alors cette priorisation, elle se base sur d'abord un renforcement du dialogue entre les acteurs, entre l'État, la maîtrise d'ouvrage, GEMAPI, dont on a parlé, les propriétaires, les usagers sportifs, associatifs, culturels, les défenseurs du patrimoine, etc. Et elle se base, cette continuité apaisée, sur une méthode, une organisation de concertation pour lister les ouvrages prioritaires, pour les hiérarchiser leurs interventions en fonction aussi de l'opportunité qu'ils représentent, hein, et d'efficacité, d'immédiateté de pouvoir faire ces travaux, de coordonner les services de l'État et les établissements publics, notamment pouvoir solliciter les aides de l'agence, prendre en compte les différents enjeux, pas seulement les enjeux liés à l'eau, mais aussi il y a d'autres enjeux que peuvent porter tel ou tel acteur, et étudier finalement au cas par cas les solutions. Donc voilà, c'est donc une concertation plus ouverte qu'auparavant, avec un dialogue sur les enjeux et sur les solutions retenues. Et voilà, et s'appuyer tant que faire se peut sur une échelle de bassin versant, en s'appuyant sur les SAGE ou les PTGE, voire les contrats existants. Voilà, donc il y a une vraie nécessité de mieux expliquer aussi ces enjeux liés à l'eau et la biodiversité, pour pouvoir convaincre dans cette continuité apaisée. Voilà, je pense avoir répondu à la question. Merci Jean-Baptiste. Alors peut-être une dernière question qui me taraude également. C'est suite aux actions menées finalement, est-ce qu'on commence à avoir des résultats sur le bassin au niveau du peuplement piscicole? Alors, sur le peuplement piscicole, depuis que l'agence et ses maîtres d'ouvrage... Ah, un petit écho. Est-ce que tout va bien? Oui. Donc, depuis que l'agence et ses maîtres d'ouvrage agissent, depuis les années 60, on a vu une vraie évolution, hein, notamment du nombre d'espèces dans les cours d'eau. Dans les années 60, on avait très peu d'espèces, environ 3 ou 4. Hein. La Seine était véritablement l'égout à ciel ouvert de tout son bassin d'alimentation. Aujourd'hui, on recense une trentaine d'espèces différentes. Depuis notamment la mise en conformité de l'assainissement de l'agglomération parisienne en 2014, on a vu des salmonidés qui arrivent aux portes de Paris, à Suresnes, hein, au barrage de Suresnes. Donc, et puis des truites de mer aussi sont régulièrement filmées dans la passe à poissons de Pose en Normandie. Donc ça, c'est une expression de ces résultats. Et aujourd'hui, on a près de 500 km de linéaires de Seine qui sont accessibles, et près de 1000 km de cours d'eau côtiers normands, voilà, qui sont accessibles notamment au saumon de l'Atlantique. On retrouve le chabot et la lamproie et d'autres espèces typiques des eaux courantes fraîches. Voilà. Voilà quelques illustrations.